Depuis le 30 juin 2012, le bassin minier est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cela comprend 120 km de long, 12 km de large, de la frontière belge jusqu'aux collines de l'Artois. Une belle façon de mettre en valeur l'histoire industrielle de notre région et ses 300 ans d'exploitation du charbon. Je vous emmène explorer cette mémoire de la mine qui, vous allez le voir, est aussi un beau tremplin vers le futur. Back to the future. Allez, sommaire. À Wallers-Arambert, nous rejoindrons René et ses acolytes dans une mine de cinéma. C'est à vélo, bien sûr, que nous affronterons les pavés du Paris-Roubaix. Cap ensuite sur Los Angeles, où l'on rêve de la société du futur, avant d'aller groover dans la salle du Métaphone, au son du groupe Express. Attention, à Le Ward, casque obligatoire, nous descendrons dans la mine pour de vrai. Et pour finir, nous irons faire un tour au stade Bollaert, accompagnés de quelques fidèles supporters. Nous voici à Wallers-Arambert, un site minier situé à mi-chemin entre Valenciennes et Saint-Amand. À Wallers-Arambert, c'est dans l'univers du spectacle et du cinéma que la mine a basculé. Pour les fans de Zola, c'est ici qu'a été tourné Germinal, le film de Claude Berry. Rappelez-vous, avec Renaud en acteur vedette, Depardieu, les gueules noires, le coup de grisou. Mais il y en a pour tous les goûts. Car c'est également ici que se trouve Arambert Creative Mine, où se fabrique le cinéma du futur. À coup de motion capture et d'effets spéciaux. Allez, rencontre avec René et toute une bande d'anciens mineurs. Bonjour. Marc, aimable et René. Waouh. Donc on est dans une mine là, c'est une vraie mine alors. Non, c'est pas une vraie mine. Une reconstitution des décors du film Germinal. Ah donc c'est un décor alors. C'est un décor du là, film. là, si tu regardes les côtés, tu vois. Ah ouais, bon, c'est vraiment mou, c'est vraiment bien fait. Hein. Ça se passait vraiment comme ça? Le décor est vraiment fidèle à la réalité? À une certaine époque. On peut dire que c'est l'époque de mon papa. Hein? Après, ça s'est modernisé, mécanisé. Mais ces décors nous ont tellement plu qu'on a tout démonté pour les reconstituer ici, pour faire voir aux gens un peu ce qu'était le mine à une certaine époque. Mais alors, dites, parce que là, on va dire qu'il fait un peu froid, il y a la même température Non, à l'époque? pas du tout, pas du tout. Alors, à cette époque-là, la température était très élevée. À combien à peu près ça montait? On pourrait dire entre 30 et 40 degrés. Wow, tout comme ça à gauche. La cage, ni plus ni moins qu'un ascenseur. Et on descendait à combien de mètres dans la vraie vie? Dans la mienne, à 700 mètres. 700 mètres. Ouais. Le film Germinal, ça vous permet aussi de rendre hommage à votre père et à votre grand-père? Tout à fait. Alors, quand je viens avec des visiteurs ici, je leur raconte deux histoires. La sienne, mon papa, et la mienne. Ça me touche parce que lui, il l'a connu. Et il me le racontait quand j'étais tout enfant. J'ai 27 ans de fond de mine. Et aujourd'hui, ça fait 27 ans que je fais des visites guidées. Et tant que je serai là, je finirai jamais de la raconter. Alors, et si on parle du tournage en soi, est-ce que vous avez des petites anecdotes de tournage avec les comédiens? Pour étrier le carbone, on y voit plus que des gosses. Renaud, c'est un acteur, mais aussi un copain. Pour preuve, tous les jours, il venait manger avec nous. Il mangeait pas avec les artistes. En gros, c'était comment on tenait les outils, les gestes, le comportement, la parole, la haine qu'on pouvait avoir, par exemple, quand on était gréviste. Tout ça, il n'y a que le mineur qui pouvait leur transmettre. Tous les jours que j'ai passé dans Germinal, l'avant, l'après, le pendant, je l'oublierai jamais. Un peu plus loin, nous attend une toute autre ambiance. C'est en 2005 qu'ont été lancés les travaux pour transformer des bâtiments datant du 19e siècle en studios de cinéma. Waouh, alors ça me change de décor. Hein. J'étais dans le décor de Germinal, là, tout à l'heure, les mines, les bas-fonds, là j'arrive, c'est grand, c'est spacieux. Mais où est-ce qu'on est alors? Alors ici, c'est notre plus grand studio de tournage qui s'appelle la Halle d'essai et dans lequel on tourne surtout du téléfilm, de la série, un petit peu de contenu pour enfants aussi, mais pas que. En fait, par exemple, aujourd'hui, si le cyclorama vert est caché, c'est qu'on fait aussi de la formation drone. Salut Camille, Romain, bienvenue. bah, écoutez, J'ai merci. entendu Hein. dire que tu souhaitais apprendre à piloter. Bah oui, Alors les manettes, manette de gauche. pouce gauche, 1, 2, 3.
À quelques centaines de mètres de là, s'ouvre la désormais mythique Trouée d'Arambert. Un passage obligé du Paris-Roubaix, célèbre course cycliste créée à la fin du 19e siècle. Quand on l'évoque, on parle de l'enfer du Nord ou de la dure des durs. Pas de doute, on est là pour se faire du mal. Et les générations de cyclistes qui s'y sont succédés peuvent en témoigner. Bon alors je vois c'est marqué forêt domaniale de Reims-Saint-Amand-Wallers, mais ça porte un autre nom ce lieu. Oui, donc ici nous sommes à l'entrée de la Trouée de Wallers-Arambert, très connue dans le monde du cyclisme. La Trouée d'Arambert, c'est vraiment un passage mythique. Et si aujourd'hui nous avons la Trouée d'Arambert dans le circuit du Paris-Roubaix, c'est grâce à Jean Stablinski. En 1968, l'organisation du Paris-Roubaix cherchait différents secteurs pavés et à l'époque, Jean Stablinski, qui a été quand même 4 fois champion de France, 1 fois champion du monde, Jean Stablinski a proposé à l'organisation du Paris-Roubaix de passer par la fameuse Trouée d'Arambert. Jean Stablinski a travaillé 6 mois dans les mines, dans la fosse qui passe sous la Trouée d'Arambert et a couru le Paris-Roubaix et passe sur la Trouée. Donc c'est le seul mineur à être passé en dessous et au-dessus de la Trouée d'Arambert. J'imagine que Jean Stablinski, c'est pas le premier mineur à faire du cyclisme. Non, effectivement, le cyclisme, c'était une religion pour les mineurs. Le mineur, c'était un moyen de s'évacuer, de s'échapper, de prendre son vélo et de faire un peu de distance. Dans cette histoire, entre les mineurs qui font la course elle-même, les trouées, les pavés, qu'est-ce qui vous fascine dans tout ça? C'est l'esprit sportif, l'esprit de cohésion qu'il y a entre le monde de la mine et le monde du cyclisme. Bon allez, direction Los Angeles, ancienne ville minière, championne de la transition énergétique. Là-bas, ils ont des panneaux solaires sur l'église, une éolienne au pied du terril. Allez, je vous laisse, je vais vous retarder. Green Revolution. C'est un peu une utopie en marche. Los Angeles, ancienne petite ville minière près de Lens, est devenue une cité modèle en termes de développement durable. On appelle ça une ville en transition. Sur l'ancien carreau de fosse, des expérimentations sont en cours, en termes d'énergie, de bâti, mais aussi plus largement d'image du territoire. Juste à côté, un bâtiment flambant neuf, tout en éco-construction, accueille 150 apprentis d'Auteuil. Un bel exemple de ce pari sur l'avenir. C'est là que nous retrouverons Marjorie, en charge de promouvoir ces nouvelles idées et qui a accepté de nous servir de guide. Bienvenue à Los Angeles, le laboratoire du développement durable. Et qu'est-ce qu'on fait ici là? On dirait qu'on prépare l'avenir un peu. Alors tout à fait, on prépare l'avenir. Donc là, la première alvéole que vous pouvez voir, ce sont des couvreurs. Donc là, on arrive là sur la travée des techniciens bâtiments basse consommation. Donc on est les seuls à former des apprentis sur cette technique-là. Alors là c'est du torchis posé sur briques. D'accord. Et là, après, vous avez donc ici du torchis posé sur de la paille. L'isolation des bâtiments à l'ancienne. Ah, okay. Donc on revient d'anciennes techniques pour des métiers qui ont de l'avenir et qui vont se développer dans les prochaines années. Los Angeles, pour ça, est assez représentatif d'un changement en cours entre le passé minier, une industrie qui s'est effondrée et en même temps un futur, un avenir qui se construit. Et ça montre bien que finalement cette vision du développement durable et des transitions énergétiques, écologiques sont aussi facteurs de création d'emplois, de montée en compétences et de développement de filières économiques. On est sur un tout et c'est pas juste effectivement un truc, je vais pas dire c'est pas un truc de hippie, à un moment donné c'est concret, c'est quelque chose de tangible et qui est en train de se créer ici. On est complètement sorti des métiers du bâtiment à l'ancienne où tout le monde imaginait que c'était... on posait, comme vous le disiez, des parpaings au kilomètre et voilà, on ne réfléchissait pas. Aujourd'hui, construire un bâtiment basse consommation, c'est des techniques, c'est une réflexion, c'est une démarche complète. On a eu une terre finalement qui a été assez abîmée en termes d'emploi, avec beaucoup de chômage, tout ça. Et à un moment donné, ils se sont dit, il faut rebondir, créons ensemble un autre avenir, tout en étant fiers de ce qu'on a vécu. On peut être fiers de tout ce qui a construit l'énergie qui porte les gens de la région et en particulier du bassin minier. C'est un peu le symbole de la résilience. Du coup, il y a des gens qui viennent de partout. On a accueilli même un groupe de Taïwanais. Et les gens viennent ici parce qu'on peut toucher concrètement le passé, le présent, le futur. Tout est là, quoi. Bienvenue au 99 bis à Wagny, un lieu hautement symbolique puisque c'est ici qu'a été remonté le dernier wagon de charbon du Nord-Pas-de-Calais en 1990.
un endroit tout indiqué pour poursuivre notre exploration du patrimoine minier. Allons à la rencontre de Jean-Marie Minot, guide bénévole, qui avec d'autres a œuvré pour conserver ici des trésors. Ah, le voilà, le fameux Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Alors vous êtes, bon, pas président, vous n'aimez pas qu'on dise président, donc vous êtes membre de l'association de sauvegarde de ce site, donc un peu la mémoire du site. Oui, avec les copains, on est la mémoire du site. Alors vous avez beaucoup d'admiration pour les mineurs, une passion pour ce métier, Oui. la connaissance de cette histoire, alors que vous n'êtes pas issu d'une famille de mineurs. Non, j'ai pas de parents mineurs, mais j'ai toujours baigné dans l'atmosphère minière et ferroviaire. Tout petit, j'étais déjà passionné par les locomotives à vapeur. Et c'était fascinant. De voir ces locomotives, c'était fascinant. Ces mouvements de bielle, ces allers-retours sans arrêt. Il y avait un trafic de trains de charbon à l'époque qui était fantastique. Il faut s'imaginer qu'une fosse comme ici, qui produisait 1000 tonnes de charbon par jour, il fallait évacuer ce charbon par chemin de fer. Donc j'ai baigné là-dedans. Moi, je suis tombé comme Obélix, est tombé dans son chaudron de potions magiques. De potions magiques. Moi, je suis tombé dans la mine et le chemin de fer. Mais alors, cette machine, cette fameuse machine, déjà comment elle s'appelle? C'est une machine d'extraction. Cette machine s'est arrêtée réellement en 1992, en avril 1992, quand on a arrêté la centrale de Courrières. On n'avait plus de courant. Donc, de ce fait, on s'est dit, nous, on va la refaire tourner, cette machine. En 2000, on a récupéré une locomotive diesel électrique, on a lancé des câbles, et puis, avec le courant fourni par la locomotive, on a refait tourner cette machine, donc en 2002. Mais il faut s'imaginer la dureté du travail. Toute la journée, le gars était concentré, pendant 8 heures, il était concentré sur ses manettes. Parce qu'en plus, il faisait descendre et monter du personnel. Ah, donc c'était vraiment ça, toute la journée, il était... Rien n'est automatique. Ici, c'est le cœur quasiment de la fosse, puisque c'est ce qui faisait fonctionner les descentes, les remontées, etc. Mais il y a la salle des compresseurs, il y a les bains-douches, c'est tout un ensemble. Si on avait le temps, on pourrait visiter tout cet ensemble-là, ça peut durer des heures. Moi j'ai le temps et on va le visiter ensemble. Allez, on y va. Alors Jean-Marie, où sommes-nous? Alors moi j'ai entendu parler de salle des pendus. Oui, alors salle des pendus, ça c'est un terme, on dirait, de parisien. Ça ne veut rien dire, salle des pendus, c'est pas parce qu'on prend les vêtements. Ici, on est dans les lavabos ou bains-douches. C'était ici qu'arrivaient les mineurs avant de descendre au fond. Ils arrivaient en tenue de ville, ils se déshabillaient, ils s'habillaient avec leurs vêtements de travail. Voilà. C'est un lieu qu'on peut dire convivial. C'est un lieu convivial. Ou d'appréhension au final. Il y a de tout. Il y a un peu d'appréhension avant de descendre. Et puis, quand ils remontaient, c'était le lieu de détente. Ils venaient ici pour se laver, sous la douche, chaude, et puis ils fumaient leur première cigarette après la remontée. Alors Jean-Marie, quand vous parlez, je sens beaucoup d'émotion, beaucoup de passion. Mais qu'est-ce qui vous a marqué le plus au final? Ce qui m'a marqué le plus, c'est la dureté du travail. Quand je suis descendu pour la première fois à Méricourt, je suis allé manger chez mes beaux-parents. Mon beau-père m'a dit « Alors Thio, qu'est-ce que tu en penses ?» Je dis « C'est le bagne ». Il m'a dit « Non, au bagne, on est au jour ». Et j'ai trouvé que c'était vraiment profond, ça. Et comment ça se passe entre vous? Vous êtes, vous vous marrez? C'est quoi l'ambiance dans l'association? C'est l'ambiance de gosses. C'est des vieux qui sont restés gosses, finalement. Et puis on déconne entre nous, on se taquine. Et ici, actuellement, on est encouragé parce qu'il y a des jeunes, justement, qui s'intéressent à cette mine. Bon, il n'y en aura pas 50, mais il y en a un qui va transmettre à un autre. Puis voilà, ça va continuer, je pense. Je suis optimiste. Le 99 bis fait partie des 5 grands sites de la mémoire minière. Mais la petite touche tendance ici, c'est la musique. Ici même avec le Métaphone, une salle de concert et de résidence ultra technologique. D'ailleurs, je vais de ce pas rencontrer un groupe en résidence, le groupe Express.
c'est ça le nom du crew? C'est ça. Avec un H? Avec un Express. H. Et pourquoi le nom Express alors? C'est parce que Ex, c'est 6 en fait. D'accord. Et Express par rapport à l'expression. D'accord. Parce qu'on s'exprime au travers de notre musique, au travers de nos paroles. Et on a vraiment un message qu'on veut véhiculer. Parlons beatbox. Qu'est-ce que le beatbox? En fait, ça a toujours existé. Le fait de créer des instruments avec la bouche, ça a toujours existé. Mais l'appellation Human Beatbox, ça vient vraiment de la culture hip-hop, et qui est née dans les années 70. Et le beatbox est né un peu après, dans les années 80, où en fait, quand il y avait des rappeurs qui avaient des boîtes à rythme, ce qu'on appelle des beatbox, ils imitaient les sons qu'il y avait dans ces boîtes à rythme. Et après, ça s'est développé, ils sont mis à imiter les instruments, et ça s'est développé comme ça. En tout cas, le coup, bravo déjà, pour commencer. Bravo à tous, super. Hein, les subs là, je sais pas comment tu fais, moi j'essaye de faire ça, je m'étouffe. Hein. Léa, est-ce que dans le milieu du beatbox, est-ce qu'il y a beaucoup de filles? Bah ouais, c'est vrai qu'on est très peu nombreuses. À chaque fois sur les championnats, on dépasse pas, je pense, 5. 5 sur combien de participants à peu près Bah des mecs, il y en a une centaine, je pense. Ah ouais, donc, il y en a trop. Ouais. Et au niveau des textes, quels sont les messages que vous voulez transmettre? Est-ce qu'il y a des messages en particulier? Est-ce que vous parlez de tout? Étant donné qu'on a des univers différents, les textes en fait sont assez différents. Maintenant, on traite de la société, on traite de choses qui nous touchent. Il y a des chansons sur l'esclavage, il y a des chansons sur par exemple la mort, la façon de vivre une maladie, de quelle façon on la vit. Ça te fait rire. Ce qui est vrai. On a un psychopathe dans le groupe aussi qui rigole. L'esclavage, c'est un peu sombre. Mais c'est vrai que globalement, nos textes sont assez mélancoliques. De toute façon, à partir du moment où on parle de la société, forcément, on va parler des affres de la société, de ce qui peut clocher. Et donc, forcément, il y a des fois des choses un peu grinçantes. Le fait qu'on soit sur un site minier, est-ce que ça vous inspire des chansons, des textes, une ambiance, une énergie particulière? L'énergie du désespoir. Ah mais ça colle avec le métier de mineur qui n'était pas facile. Hein, ouais, bah c'est ça. C'est vrai. Non mais c'est ambiance germinale et tout. C'est pas... Mais riez pas, c'est important quand même. On s'est battu contre... Enfin nous non, mais... Enfin pas nous. Un peu comme notre musique au final. La musique elle est pas dark. Non, c'est vrai qu'elle est pas dark. En fait, mais c'est ça aussi qui est intéressant parce que des fois on va avoir quelque chose, un thème qui va être plutôt mélancolique, mais avec des arrangements qui vont être plutôt festifs. Et du coup, il va y avoir une sorte de contraste là-dessus et on aime bien jouer sur les contrastes. Bah écoutez, Express, merci. Je suis vraiment ravi d'avoir fait votre rencontre et de découvrir votre univers. Et à bientôt en tout cas. À bientôt, voilà. Avec plaisir. Ils sont nombreux, les écoliers de la région, à avoir fait le Ward. Et oui, ici on fait pas Harvard, on fait le Ward. Le Ward, c'est le musée de la mine, un site de mémoire exceptionnel. Il paraît qu'on peut descendre au fond de la mine et qu'on ressort noir. Noir de charbon, hein, pas noir comme moi, non, ça n'a pas de sens. Bon allez, je vous laisse découvrir tout ça. Moi, je fais l'école buissonnière. Prenons la route et cap au sud, car rappelons-le, le bassin minier s'étend sur 1200 km². À Le Ward, les collégiens et lycéens, comme le grand public, s'imprègnent de l'univers de la mine, des origines géologiques du charbon, à la vie dans les corons. Bienvenue au centre historique minier. Je vais vous donner son nom tout de suite, vous allez comprendre pourquoi cet ascenseur n'était pas très confortable. On parlait à l'époque de cage. Allez, on y va? Allez, c'est parti. Alors, attention à vous, on y va. Notre premier objet de collection, c'est le site en lui-même, donc la fosse des Lois, et surtout 450 mètres de galeries reconstituées qui permettent d'aborder, de plonger le public au plus près de la réalité, c'est-à-dire d'aborder l'évolution des techniques d'exploitation, les conditions de travail de 1860, hein, l'époque que je vais qualifier de germinale, si vous voulez, jusqu'à la fermeture de la dernière mine, 1990. Regarde la position de travail, est-ce qu'il travaille debout là? Non, il est accroupi, à genoux, assis ou même des fois couché. La plus petite couche de charbon exploitée dans le Nord, 38 cm, 38. Donc là-dedans, pour se déplacer, Guillaume, ils vont faire comment les mineurs? On va utiliser quoi comme type de chevaux?
Mais les chevaux, quand on les remontait à la surface, ils devenaient pas fous. Les jeunes publics, c'est à peu près un tiers de notre fréquentation. On a des jeunes qui ont été initiés, et puis on a d'autres voilà, qui sont peut-être issus du bassin minier, et finalement qui découvrent ici que la maison qu'ils occupent, ou la maison de leur papy, c'est une maison qui a été construite par les mines, et ils prennent conscience du travail de leur grand-père, ou plutôt de leur arrière-grand-père. Une des spécificités, c'est qu'on a encore quelques anciens mineurs qui travaillent avec nous, et par le biais de rencontres témoignages, ils transmettent leur vécu, leur mémoire. Moi, le premier jour, je me suis dit, ça y est quoi, je l'ai fait. Hein, je l'ai fait comme mon père, comme mon grand-père. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est l'histoire avec un grand H derrière. Je parle de physique, je parle de chimie, je parle d'ethno, je parle de science. Et ce qui me plaît surtout, c'est le contact des publics. Et puis peut-être un petit retour aux sources, puisque je suis issu d'une famille de mineurs. Et pour vivre cette ferveur collective typique des gens du bassin minier, il faut un jour assister à un match au fameux stade Bollaert de Lens. C'est cette expérience qu'un metteur en scène de théâtre a voulu offrir au public parisien en créant Stadium. Dans Stadium, une pièce créée par Mohamed El Khatib, il y a 53 supporters du Racing Club de Lens. Une aventure qui s'est jouée à guichet fermé au Théâtre de la Colline à Paris. Rencontre avec des acteurs de la pièce qui sont d'authentiques supporters des 100 et or dans la vie. Bravo! Est-ce que vous avez un chiffre approximatif aujourd'hui du nombre de supporters comme vous un peu? Ici, dans la tribune Tony Marek, on est environ 4000, mais je pense que dans le stade, à reprendre les chants et les clameurs, je pense qu'on n'est pas loin des 6-7 000 personnes. Mais vous faites partie des vrais supporters, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'on soit en D2, qu'on soit en D1. J'étais déjà au stade dès l'âge de 2-3 ans avec mon grand-père, qui me ramenait au stade depuis tout petit. Donc je suis baigné dans le stade, quoi. Je suis né ici, quoi. Je suis né ici. Le rôle de capot, ça consiste en quoi? Le capot, c'est celui qui se met dos au jeu, mais face au son public, et qui pousse le public à reprendre les chants, à redonner de l'intensité, à leur dire « Allez les gars, on y va ». Et c'est ça que je supporte, moi, c'est ce blason. C'est pas les joueurs qui sont sur le terrain. Les joueurs, ils s'en foutent de nous. Ils sont juste là pour le pognon. Alors nous, on y va partout. Et partout. Ludovic, aujourd'hui, vous vivez une nouvelle aventure, le théâtre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un truc de fou. J'étais appelé il y a quelque temps par un metteur en scène qui voulait redégager le stade sur scène. À la base, un acteur devait jouer ma scène, mais c'était pas possible parce qu'il n'a même pas la même passion, la même ferveur que nous. C'est pour ça qu'il a pris les vrais musiciens, le vrai public lensois sur les planches du théâtre. Au début, on a joué à Douai, on s'est dit c'était facile, c'est chez nous. Et je lui ai dit, mais quand on va aller à Paris ou autre, dans les autres villes, on va se faire ridiculiser, on va nous maudire, quoi. Mais pas du tout, c'est une magie incroyable. Et à chaque fois, à la fin, il y en a beaucoup qui disent, mais un jour, on ira à Bollaert, c'est obligé. Et je leur dis un peu comme Thierry Roland, si vous venez pas à Lens un jour, vous ne pouvez pas mourir tranquille, quoi. Et en plus, tournée internationale qui commence à se mettre en place. Oui, tout doucement. Alors, nous devrions partir à New York en fin septembre. Aussi, là, on vient d'apprendre, on part à Vienne, à Amsterdam. Est-ce qu'il y a une vraie ferveur particulière ici, parmi les supporters lensois? Ah ouais, là, il n'y a pas photo, là. On est vraiment un public unique. Ça vient des mines, quoi. Ça vient des mines. Les gars se battaient dans la mine, allaient travailler comme des fous et après aller sur le terrain et représenter le Racing Club de Lens avec ferveur, avec envie, avec passion, avec énergie. Et donc, nous, derrière, on a regagné ça derrière. On s'est nourri de ça, quoi, tout simplement. Cheese. Et bien voilà, les Gendéo, c'est fini. Vous pouvez voir et revoir l'émission sur le site france3.fr et suivre la suite de nos aventures sur Facebook. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures riches en émotions et en découvertes. Les Gendéo et d'ailleurs, à bientôt. Mais bon, attendez, on se quitte en musique.
c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, les mineurs de fond.